professeur. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. En face de vous, Jean-François Chanon, qui est le directeur de publication du journal Le Messager. Heureuse de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Presse, merci de m'avoir invité et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Messieurs, nous parlons ce soir de la montée du discours haineux et de la xénophobie au Cameroun à la suite de la tenue à Yaoundé jeudi et vendredi dernier d'un colloque sur le sujet, une initiative de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui arrive au moment où des clivages ethno-régionaux sur fond de clientélisme politique sont de plus en plus légion dans notre pays. À qui la faute ? Esquisse de réponse dans cette édition de Scène de presse. Également au menu ce soir, lutte contre le désordre urbain. Qui fait quoi? La démolition récente des espaces marchands en Colbison par le maire de la ville de Yaoundé remet au goût du jour la question relative au rôle des mairies d'arrondissement dans la résolution de cet épineux problème. Accusées d'être elles aussi des actrices du désordre urbain, ces municipalités diront leur part de vérité sur le plateau et dans nos rubrique dans un instant. Mais d'abord, place à la revue de presse qui porte sur le discours haineux, une revue de presse signée Franck Evina. Le front s'organise contre les discours haineux. Cameroun Tribune du 6 mai indique que la montée de plus en plus inquiétante de ce fléau suscite une mobilisation tous azimuts. En première ligne, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui a réuni des acteurs sociaux dans le cadre d'un colloque. Ça tombe à pic. L'anecdote estime qu'il est temps de sévir car le phénomène s'amplifie et s'enracine dans les mœurs en prenant des proportions démesurées. Les discours haineux qui prospèrent malgré l'existence d'un dispositif répressif, souligne le bi-hebdomadaire. Merci Franck Evina, Jean-François Chanon. On l'a dit à l'entame de cette émission, les discours haineux sont de plus en plus légion au Cameroun, mais vous dites que ce n'est pas nouveau et vous situez l'origine aux années d'indépendance. Oui, effectivement, ça existe avant même la proclamation de l'indépendance du Cameroun. Et je me souviens toujours, puisque ça remonte aujourd'hui, ce genre d'archives sur les réseaux sociaux, la prise de parole un tout petit peu du Premier ministre Mida, quand les UP6 étaient encore dans la brousse, allait dire, je m'adresse à mes frères Bassa, qui, quelque chose comme je paraphrase un tout petit peu, qui reste dans la brousse pour pouvoir assassiner. Il y avait un peu dedans cette tonalité, je m'adresse à mes frères Bassa qui préfèrent la brousse, etc. Et c'est monté un tout petit peu plus tard, même quand les nationalistes de l'UPC, vous connaissez très bien l'histoire des tracts du Manidem, un tout petit peu contre le président Aïdjo, où on le traitait de Birawandu. Birawandu un peu qui signifie en langue, qui a une signification assez haineuse dans la langue fulbé. Et même aussi, dans notre société contemporaine, on sent très bien que il y a des clichés qui existent entre les tribus. Nous avons la chance, que moi je suis chrétien, que le bon Dieu nous ait donné plus de 200 tribus qui auraient dû s'entendre, se comprendre un tout petit peu, vivre dans l'harmonie, dans la convivialité. Mais vous avez des clichés où on vous dira que les bêtis sont des soulards, ils vendeurs de terrain, et ça c'est dans les discours dans les quartiers. Ils vendent tous les terrains, après ils ont des cases inclinées, etc. D'autres diront que les Bamileke sont des porcs, ils mesurent le terrain des autres avec la fronde, etc. On vous dira aussi que les nordistes
Ah, il aime marcher le goro. Ce sont des blagues, mais c'est des discours comme ça qui, dans la société, restent un peu. On a grandi avec ça un peu, en stigmatisant d'autres groupes sociaux qui existent. Mais aujourd'hui, ça s'est empiré un peu avec l'avènement de la démocratie et surtout des réseaux sociaux. On va y revenir. Alors, professeur Mathias Eric Onangui, vous venez d'écouter Jean-François Chanon qui énumère un certain type de stigmatisation depuis les indépendances et même dans notre société contemporaine. Sauf que on a le sentiment que ce n'était pas aussi violent. Ces stigmatisations ne portaient pas autant de virulence qu'on observe aujourd'hui. Non, ce n'est pas si sûr. Il n'est pas sûr que les stigmatisations du passé soient moins violentes que celles du présent. Ce qu'il faut indiquer, c'est que quasiment toutes les sociétés humaines constituées en État sont des sociétés composées de plusieurs communautés. Et à partir du moment où il y a plusieurs communautés, il y a des tensions communautaires. Et ces tensions sont précisément à l'œuvre dans ces stéréotypes qui consistent à présenter telle ou telle communauté de manière péjorative. Le phénomène a une base structurelle. Ça veut dire que là où il y a des sociétés avec plusieurs communautés, il y a des tensions communautaires. Et ces tensions communautaires-là peuvent se transformer en confrontation ouverte. L'enjeu, on le verra plus tard, c'est de savoir comment on domestique tout cela, parce que ce n'est pas nécessairement une fatalité. Alors, ce n'est pas nécessairement une fatalité, sauf que, et j'insiste là-dessus, on a l'impression depuis quelques années déjà que le repli identitaire est plus accentué, que c'est devenu une forme de recrutement ou une forme de militantisme pour certains partis politiques. Quel est votre point de vue sur la question, Jean-François? Oh, les partis ont été bâtis un peu sur la forme de leur leader, plus que sur la forme des projets et la pertinence des projets qu'ils ont esquissés. Peut-être beaucoup plus... Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on avait senti le président Ahidjo construire un discours d'unité nationale. C'est allé, ça a perduré dans les premières années de la présidence du président Paul Biya. Mais très vite, l'appartenance de tribus et d'ethnies a rattrapé le renouveau. C'est-à-dire? En ce sens que les gens ont commencé à identifier quand les promesses de démocratisation n'étaient pas tenues, notamment avant les années 90, des discours de positionnement, puisqu'il y avait un enthousiasme en 82, ont commencé à monter. Et les leaders qui ont commencé à s'exprimer, on a la société elle-même, c'est-à-dire que a pris conscience du fait que les critiques qui étaient exercées devenaient des critiques en fonction des origines de la tribu, par exemple, du président de la République. Et puis, du coup, il y a de l'autre côté aussi, on a commencé à sentir que le discours pertinent, peut-être patriotique, qui demandait une bonne gestion, etc., était initié par des gens d'une certaine tribu. Donc, ce phénomène n'a pas été résolu par ce qu'on a vu ailleurs, par exemple. Je veux parler de ce qu'on a vu au Bénin, ce qui n'était peut-être pas dans le même contexte, peut-être en Côte d'Ivoire un peu moins, mais en tout cas, ce qu'on a appelé les conférences nationales souveraines. Le Cameroun n'a pas pu avoir cela. C'est-à-dire pour résoudre d'abord le problème des nationalités. Moi, j'aime pas beaucoup le thème tribus. C'est des nationalités, l'ensemble des nationalités qu'il y a au Cameroun. C'est-à-dire on s'est donc commencé à s'identifier, effectivement, comme je le disais au début, à se dire que Paul Biya mange avec les Bétis. Il mangeait seul avec les gens de sa tribu. Alors qu'au début, ce n'était pas cela. Bon, mais c'est tellement monté fort qu'on a commencé donc à dire que voilà, il y a donc un groupe à
anglo-bami qui veut le pouvoir au Cameroun. Et le discours de haine s'est centralisé, comme c'était dans le temps d'Aïdjo, entre une certaine ethnie, un groupe ethnique originaire du Nord, avec un groupe ethnique qu'on disait vouloir le pouvoir originaire du Grand Ouest du Cameroun. Et désormais, il y a eu ce face-à-face-là entre ceux qui le Sud et peut-être les groupes anglo-bami. C'était tellement exacerbé. Vous avez connu un peu ce qu'on appelait les Singans et vous avez connu ce qu'on appelait le Lakam. Ce combat a eu lieu, j'étais déjà journaliste en 90, était tellement si exacerbé qu'on se disait que mais à tout moment peut arriver un affrontement. Donc il y avait un discours voulu par les élites aussi, les élites elles-mêmes, qui se disaient que nous allons protéger le pouvoir. Or, la réalité, c'est que il n'y avait que face aux revendications de société, notamment le vivre meilleur dans notre pays, une tribu, comme le disaient quelques, j'allais dire, analystes politiques, une tribu qui mange et une tribu qui veut manger aussi. C'est entendu. Alors, professeur, vous venez d'écouter Jean-François Chanon. La question que j'ai posée, c'est celle de savoir si les politiques, les partis politiques, ou certains partis politiques, on va le dire aussi ainsi, n'ont pas depuis quelques années érigé le repli identitaire, autant pour moi, en forme de recrutement, en condition de recrutement pour leur formation politique. Dans une certaine mesure, cela peut être vrai pour certaines formations politiques, mais il ne s'agit pas simplement de partis. Il y a au-delà des partis, des mouvements sociaux communautaires. De manière concrète, ce que certains appellent commodément aujourd'hui le discours haineux, il est issu de la brèche ouverte par le mouvement de l'anglophonie identitaire, qui a été le premier nombrilisme communautaire à s'exprimer avant que les autres, précisément, arrivent. Je pense qu'il faut avoir Quand vous parlez des autres, vous parlez de quoi? Quand je parle des autres, je parle des partis politiques. Par exemple, certaines formations politiques occupant les réseaux sociaux ont clairement capitalisé sur ce terrain-là. Alors, quand vous dites capitaliser, est-ce qu'il y a derrière, vous voulez dire qu'il y a derrière une stratégie? Oui, il y a une stratégie. C'est bien pensé. Il y a une stratégie Dans quel très but? claire. Dans le but de créer justement des crispations identitaires dont ils pourraient se servir pour conquérir le pouvoir. Sauf que quand vous entrez dans ce jeu, dans une société plurale, c'est-à-dire une société composée de plusieurs communautés, il y a nécessairement des réactions. Mais ce que je voulais dire, tout à l'heure, M. Chanon disait que sous le président Aïdjo, non. Les mêmes tensions étaient présentes parce qu'elles sont liées à la structure de notre pays. Le problème, c'est que dans un système de partis uniques qui bride dans l'expression des groupes sociaux, les gens ne peuvent pas tenir ce type de discours n'importe comment, puisque le pouvoir ayant un haut niveau de concentration se méfie de tout mouvement social de ce type qu'il considère comme un mouvement qui peut mettre en question sa capacité à contrôler la société. Alors le Ce n'est pas vient pour avec rien. la démocratie et Oui, les c'est pas travers. pour rien que ça vient avec la démocratie, parce que justement les mouvements sociaux de type communautaire vont profiter de l'ouverture de l'espace public pour également être présents dans le jeu sociopolitique, même si ce ne sont pas directement des partis politiques. L'affaire de l'expression des communautés et des clivages de communautés, ce n'est pas seulement une affaire de partis politiques, ce n'est même pas seulement une affaire de mouvements sociaux et d'hommes politiques. Le problème, c'est la structure de la société. Il y a le jeu politique, même le jeu politique et le jeu social entre les différentes communautés produit aussi ces tensions. Maintenant, il est clair que les acteurs ayant une certaine visibilité dans la société, à l'occurrence par exemple des acteurs qui ont du pouvoir, non seulement du pouvoir politique, mais du pouvoir économique, social, moral, peuvent instrumentaliser dans ces tensions pour tel ou tel type d'intérêt. Et c'est ce qui est apparu dans deux conjonctures. La conjoncture 90 à 94-95, puis la conjoncture 2013 jusqu'à 2021. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse, le discours de haine, une épée de Damoclès sur la paix sociale au Cameroun. C'est une question que nous avons posée à Joseph Clément Ongba dans le Zooming.
phénomène a littéralement épousé les contours d'une marque de fabrique camerounaise, les discours haineux. Le fléau a atteint ces dernières années des proportions assez préoccupantes au point où on l'assimile à une épée de Damoclès sur la paix sociale au Cameroun. La gangrène semble irradier des pans entiers de la sphère médiatique. Profitant des largesses que procure la tolérance administrative, les débats radiophoniques ou télévisés en prennent souvent une praxis langagière qui frôle l'invective et l'insulte. Les sujets d'actualité politique, sportive et même culturelle sont traités sur fond d'antagonisme politique, donnant l'impression d'un pugilat médiatique. Les réseaux sociaux s'apparentent à la terre de prédilection de ces discours de haine. L'espace cybernétique est pollué par des messages parfois teintés de tribalisme. On dirait un mur de lamentation où viennent s'inscrire toutes les frustrations, réelles ou supposées, de certains internautes. Ils surfent sur leur mécontentement pour déverser la bile sur des individus ou sur des groupes ethniques. Régulièrement victimes de diffamations, des membres du gouvernement sont jetés en pâture, traités de tous les noms d'oiseaux. Des dérives tribales qui fragilisent davantage une unité nationale, construction permanente, dans un pays mosaïque où se côtoient plus de 250 groupes ethniques. Le dénigrement étant parfois la principale règle du jeu. L'image du Cameroun, déjà fortement malmenée sur les réseaux sociaux, en prend un sérieux coup. Même les Nations Unies s'en étaient émues en lançant sur la plateforme web une campagne de sensibilisation baptisée Let's Stop Hate Speech, arrêtons le discours de haine. Une campagne qui ciblait le Cameroun avec pour objectif in fine de susciter un discours de paix et de tolérance auprès de certains internautes au sujet du Cameroun. Prenant la pleine mesure de la montée en puissance du phénomène, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme inaugure en mars 2021 une campagne de sensibilisation contre le discours de haine. Morceau choisi de Peter Mafani Moussonga à l'ouverture, les discours de haine et xénophobes fragilisent l'unité nationale, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ils structurent les replis identitaires et concourent au dénigrement de l'autre. Sensible à l'ampleur du fléau, le gouvernement place ses garde-fous en faisant voter par l'Assemblée nationale et le Sénat une loi réprimant le discours de haine ou à caractère tribal, délit désormais introduit dans le code pénal camerounais. Le problème n'est donc pas à négliger. Il y a lieu de l'éradiquer pendant qu'il est encore temps. Ailleurs, les discours de haine ont pavé le chemin vers des génocides. Un changement de paradigme s'impose impérativement pour que les messages de paix et de tolérance tire un trait définitif sur le discours de haine. Le Cameroun ne mérite pas cela, jadis réputé pour son hospitalité légendaire. Merci Joseph Clément Ba. Alors Jean-François, lorsque nous préparions cette émission, vous nous avez dit que vous avez le sentiment que l'État n'en a pas suffisamment fait, que l'État est quelque peu responsable de ces dérives qu'on observe, notamment en ce qui concerne les discours haineux. Il faut peut-être remettre ce que j'ai dit dans son contexte. Et je voulais simplement dire que si cela a perduré, c'est parce que ce que j'aurais appelé, et ça m'est très tout à fait propre, l'État néocolonial qui a permis ces constructions de discours qui opposent les citoyens d'un même pays entre eux. Et vous savez, je vais vous le dire, mon grand-père originaire de Mbanekim et le vôtre, Lucrèce, était celui du professeur, ne se sont assis nulle part pour créer un pays qu'on appelle le Cameroun. C'est une construction, j'allais dire, de la colonisation. Et nous avons hérité un État qui est là et avec un espace où on nous a imposé de vivre alors que les tribus peut-être qui étaient là, les nationalités qui étaient là, s'affrontaient autrefois. Et j'en profite pour dire une chose où je ne suis pas vraiment d'accord. Par exemple, l'exemple que le professeur Mathias Rikonang a pris tout à l'heure me semble assez... C'est vrai que je connais son sujet, je connais son point de vue sur le sujet pour l'avoir déjà discuté avec lui. Notamment pour... la stigmatisation, je ne dirais pas stigmatisation, le fait de décrire un peu le mouvement anglophone comme étant peut-être identitaire, je ne crois pas. C'est un mouvement d'une partie du Cameroun, je dis bien une partie du Cameroun, construit sur un État bilingue. Une partie des citoyens camerounais ont décidé de porter devant la nation
leurs revendications sur leur mal-vivre au Cameroun. Cela a débouché sur une guerre, c'est vrai. Peut-être que encouragé par des individus malveillants, mais on n'aurait jamais pu... Attends, laissez-moi finir. Allez-y, le temps court également. En arriver là, si l'État, et justement, avait su prêter une oreille attentive. Et ce n'est pas le seul, parce qu'il y a d'autres Camerounais aussi qui ont ce mal-vivre-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État a laissé faire, par exemple, sur Internet, il y a bien des gens qui disent des choses. Vous avez des globes qui vivent à l'étranger, qui disent des choses incroyables sur des tribus qui existent. On va revenir sur il ne faut pas revenir. C'est important que je on va le dise. revenir sur les réseaux sociaux. On va revenir sur les réseaux sociaux. C'est important de le dire pour dire. Oui, vous allez le dire. Parce que vous avez semblé dire que, et ça m'accuse personnellement, que quand on préparait l'émission, j'ai stigmatisé l'État comme étant... Moi, j'ai dit effectivement qu'il y a une situation, on s'est demandé comment on en est arrivé là. Et si on en est arrivé là, on se pose bien la question de savoir est-ce qu'il y a un État capable de réguler la vie sociale dans notre pays de manière équitable. Vous avez reprécisé votre pensée. Je voudrais que le professeur Onanguini réagisse à vos propos, notamment en ce qui concerne le rôle que l'État aurait pu jouer ou jouerait dans cette crise que nous traversons en rapport avec les discours de haine, mais également sur votre positionnement par rapport aux revendications anglophones. Non, le mouvement de l'anglophone, c'est un mouvement identitaire, mais ce n'est pas le seul mouvement identitaire qui existe. Vous avez d'autres constructions identitaires qui sont présentes. Fédération, c'est un mouvement identitaire. Et le mouvement cher monsieur... C'est pas vrai. Et puis encore... Laissez-moi parler, vous avez parlé. C'est un mouvement identitaire. Et c'est une construction ethno-nationale qui consiste à construire une catégorie nationale à partir de l'héritage colonial, où on distingue donc les Camerounais en disant « nous sommes des anglophones et les autres sont des francophones ». Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y ait pas d'élément de construction identitaire à visée ethnique, parce que précisément l'ethnie est toujours une construction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas derrière une substance. Est-ce anglophone est une ethnie? Mais bien sûr. Comment ça? Bien sûr. Au sens camerounais du terme. Bien sûr. Laissez-moi donc parler, je vous explique. Allez-y, professeur. Au sens camerounais du terme, qui est anglophone au Cameroun? Justement, ils vous disent, les théoriciens les plus radicaux, que quelqu'un qui est élevé en anglais, qui a fait toute son éducation en anglais, qui travaille dans les zones dites anglophones du Cameroun, n'est pas nécessairement un anglophone. Est anglophone dans leur perspective celui qui est originaire du sud-ouest et du nord-ouest. Vous allez dire que ce n'est pas une construction de type ethnique, c'est une construction ethnique. Les catégories, non, cher monsieur, dans le fond, cher en matière, laissez-moi parler, vous avez parlé, je vous ai écouté. L'ethnicité peut se construire à partir de plusieurs supports. Si vous prenez un pays comme l'Irlande du Nord, l'ethnicité en Irlande du Nord est construite sur la base de la religion. La division entre catholiques et protestants est une construction ethnique et est vécue comme ça dans les clivages de la société. Et j'avais dit à l'époque, mais c'est une construction ethnique. À partir du moment où vous dites que quelqu'un qui a grandi à Bamenda, qui a fait toutes ses études à Bamenda, c'est marginal. Ça, c'est des justifications. Ça, c'est des justifications. Parce que dans le fond... Laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler. Non, mais... Je vous ai laissé parler. Non, il n'y a pas... Non, parce que si on va sur cette base, on ne pourra pas s'exprimer. Allez-y, professeur. Je dis, quelqu'un qui est né à Bamenda, qui a grandi à Bamenda, qui a fait toutes ses études à Bamenda, qui travaille à Bamenda, on va lui dire, tu n'es pas anglophone, parce que tes parents sont originaires de la partie francophone du Cameroun. Et vous me dites que ce n'est pas une construction ethnique? Mais il y a pourtant des anglophones dans le sens que vous précisez là. Non, qui ne le sont pas. Mais demandez même à certains, justement, qui ont ce problème. C'est stigmatisant. Et ce problème, stigmatisant ou pas, ça, c'est pas mon problème. Justement, moi, je vous décris... Laissez-moi parler. Je vous avais parlé, laissez-moi parler. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Pourtant, je pouvais aussi répliquer. À partir du moment où vous entrez donc dans ce schéma, quand vous dites donc que là c'est légitime, demain quand les autres vont venir, oh vraiment, nous les écarts, il nous faut notre État.
Après, vous avez 10 millions de nordistes. Après, vous avez telle ou telle chose. Pourquoi vous n'allez pas aussi dire que c'est légitime? Donc, il y a une régulation politique, sociale et morale à faire du jeu des communautés. Parce que sinon, effectivement, nous sommes dans une logique où ça détruit donc le lien national. Et où, à côté de ce lien national-là, s'affirme donc la transformation de ce que vous appelez justement les nationalités en nationalisme qui revendique donc maintenant des espaces souverains. C'est-à-dire, nous, on veut notre espace propre. Il ne faut plus que nous soyons avec les autres. Alors, qu'est-ce que l'État fait dans ce contexte précis? Est-ce que l'État n'en a pas assez fait? Est-ce que l'État n'en a pas assez fait? Ou alors, est-ce que l'État est responsable Non. Ça, c'est des poncifs que les gens ont. D'abord, tout à l'heure, monsieur Chanon disait, par exemple, il disait que l'État, c'est un État néocolonial. Bon, si on veut. Mais il laissait entendre que les constructions identitaires datent de cette période. Non. Les constructions identitaires peuvent varier dans le temps, mais elles font partie de la manière dont nos sociétés sont organisées. Et ça n'a pas commencé avec la colonisation. Certes, la colonisation a pu instrumentaliser ça à sa manière, mais ça n'a pas commencé avec la colonisation. Ce sont des espaces où dans la manière de vivre, il y a le principe communautaire. Et ce principe communautaire peut s'exprimer soit de manière pacifique, soit de manière conflictuelle. Jean-François Chanon? Oui, justement, moi je vais quand même dire au professeur que l'État tel que formalisé, c'est quand même 1884. On n'a pas eu ce problème-là. Non, ça c'est ce que vous dites. Non, comment mais vous dites ça? je dis bien, on n'a pas eu ce problème-là. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Comment vous pouvez dire ça? Bon, je vous laisse parler, je vais vous répondre. Allez-y, Jean-François. Mais je vais quand même vous dire que, tel que je l'ai dit au début, votre grand-père et le mien ne sont pas assis pour faire un État qu'on appelle Cameroun. C'est l'État néocolonial, c'est la colonisation qui a fait du Cameroun un État. Et alors, ça veut dire ceci, les langues, l'héritage de cette langue. Les gens ont bien le droit de se revendiquer anglophones, en disant que nous avons une culture anglophone. Et de l'autre côté, nous avons une culture francophone. Et c'est maintenant l'État du Cameroun, qui est un État bilingue, que vous le vouliez ou non, c'est la réalité. Et que dans la vie sociale, si l'État en lui-même ne régule pas les deux entités héritées de la colonisation, il va avoir un problème. C'est là, quand vous glissez en disant par exemple les nationalités qui existent, je n'en suis pas là. Parce que ça c'est sur le plan démographique. Mais là je suis sur le plan du possible. Donc vous avez un regard colonial. Non, mais ça n'est pas le regard colonial. C'est un regard colonial. Ça veut dire que pour vous, ce qui est important, c'est ce qui nous est venu de l'étranger et ce n'est pas le jugement colonial. Pour dire ce qui est important ou pas. Démographique, c'est un jugement de valeur qu'il y a derrière. Mais est-ce qu'il n'y a pas de tribu au Cameroun qui existe sur le triangle national de 475 000 km? C'est ça qui est démographique et qui n'est pas culturel. Il n'y a pas de gens qui vivent là. Attendez, c'est ça qui est démographique et qui n'est pas culturel. Mais attendez un peu, je vais vous dire que... Donc le fait que les communautés existent, c'est ça qui est démographique et qui n'est pas culturel. Quand vous quittez le Cameroun, vous allez ailleurs, les gens ne vous demandent pas si vous êtes écan ou si vous êtes... Ce n'est même pas vrai. Les gens vous demandent simplement, êtes-vous francophone ou êtes-vous anglophone? Ce n'est pas vrai. Dans tous les colons, ce n'est pas vrai, monsieur. Ce n'est pas vrai. Ce que vous racontez, ce n'est pas vrai. Ou bien si moi je suis voté quand vous êtes sur le plan international. Mais les gens vous demandent, vous êtes Camerounais, mais vous êtes de quelle partie du Cameroun? Anglophone? Vous parlez anglais? Ce n'est pas vrai. Le français? Ça alors ce n'est pas vrai. Mais maintenant, et ça qui depuis peut-être 5 ans ou 6 ans que ce débat a lieu, qui m'étonne de votre part, c'est peut-être votre incapacité à transcender un peu l'idée que ceux qui revendiquent d'être des anglophones, qui ont le langage anglais hérité de la colonisation, ont été formés d'une culture tout à fait précise. Parce que retenez ceci, l'État a fait des efforts. Mais tout le monde saura que, même les radicaux là le savent très bien, les radicaux chez les anglophones le savent, qu'il y a deux. Parce que nos frères du nord-ouest et nos frères du sud-ouest, tous ont demandé à savoir s'ils veulent appartenir au Camerounais ou pas. Et quand nos frères du sud-ouest ont voulu se rattacher au Nigeria,
nos frères du nord-ouest se sont rattachés au Cameroun, vous le savez. Et à un Jean-François. moment donné, dans leur structuration, de leur formation, la plupart de nos frères du sud-ouest, ceux qui ont été formés intellectuellement au Jean-François. Cameroun, c'est important de le dire aux professeurs. Jean-François, le Parce débat, que vous n'êtes pas sur la question, Non, mais c'est sur la important question parce que anglophone. le Parce discours qu'il veut haineux- légitimer ça. Uniquement. le discours haineux est bâti justement sur les a priori, tels que l'exprime le professeur, qui font en sorte qu'on dira... Moi, j'ai une autre question à vous poser. Pourquoi ils le font aujourd'hui? Pourquoi ils mettent notre pays dans le chaos? C'est l'État qui n'a pas su réguler cela et donner à la possibilité, notamment... Alors, vous avez dit, de l'État tout- n'a pas su réguler. L'État n'a pas su réguler. Moi, je voudrais qu'on aille sur un autre terrain, celui de la conduite des politiques publiques. Est-ce que la conduite des politiques publiques peut également expliquer ces discours qu'on entend ça et là, qu'on appelle aujourd'hui discours haineux, ceux qui ont le sentiment aujourd'hui d'être exclus, se permettent donc de dire tout et n'importe quoi, permettez-moi l'expression, sur les autres. Ça n'a à voir qu'avec une partie de la réalité. Les Quelle est la réalité, les professeur? faits identitaires et communautaires fonctionnent par eux-mêmes. Ça veut dire qu'à partir du moment où il existe des communautés qui entrent en interaction, le sentiment d'être différent de l'autre a sa propre énergie. Qui est des politiques publiques ou pas, ce n'est pas ça qui est déterminant. Qu'est-ce qui détermine? Ce qui est déterminant, c'est l'existence telle qu'elle est ressentie par les acteurs des différents groupes de communautés qui sont distinctes les unes des autres. C'est un phénomène mental et sentimental plutôt que quelque chose qui est objectif. Vous pouvez avoir, en termes de politique publique, des politiques publiques qui vont prendre en charge un certain nombre de problèmes pour toutes les communautés sans que ça réduise le sentiment perçu de marginalisation qu'il y a dans une communauté par rapport à une autre. Et de ce point de vue, vous allez voir qu'il n'y a aucun foyer communautaire dans notre pays qui ne soulèverait de problèmes en disant qu'il est frustré sur tel ou tel plan dans la construction étatique. Et justement, le nombrilisme consiste à croire que si nous, on a des problèmes, nous sommes les seuls à avoir des problèmes et les autres n'ont pas de problème. Et c'est ça donc qui alimente les tensions. Ce débat est dans votre tête. Parce que Si vous voulez, Ouais, ce débat est si dans vous votre voulez, tête. je finis et je reviens et je dis ceci. La conception que M. Chanon a, c'est une conception donc de discrimination entre les différentes identités. Il y a donc des identités qui seraient légitimes, vont s'exprimer, nous, les anglophones, nous avons des problèmes, mais demain, quand un autre groupe communautaire qui a une inscription dans le temps plus profonde, c'est-à-dire que nos différentes communautés tribales, claniques, ethniques, ethno-régionales va venir, il va dire pas que le c'est sujet. mauvais et il va C'est donc pas dire le sujet. c'est le sujet. Non, c'est pas Nous le sommes sujet. dans le sujet, Non, monsieur. non, pauvre. Vous Nous vous sommes trompez. bel C'est et pas le bien sujet. Je suis dans le désolé. sujet. Il va dire, Vous vous il va trompez. dire Vous vous c'est trompez. démographique. Ce n'est pas un problème de nationalité propre. Il n'y a pas, de ce point de vue, de privilège à avoir par rapport à tel ou tel type d'identité dans la régulation républicaine. Le principe qui est posé, c'est que la République est supérieure à toute entité identitaire et communautaire. Bon, alors, et il n'y a donc pas... alors, pourquoi la République Alors- répond par un dialogue national? Ça a eu lieu. Vous étiez au dialogue national. Ben, c'est pas moi. Moi, j'y étais. Ouais, mais attendez, Et je- est-ce que c'est un bon, problème attendez de moi donc, ou vous? laissez donc. Non, est-ce que Vous c'est moi étiez ou au vous? dialogue national. Est-ce que c'est moi ou vous? Bon, je vais donc C'est vous pas dire, là ça je le vais sujet. donc vous dire, Le oh, sujet est- non, pourquoi mais il y a c'est eu vous ce qui avez posé dialogue? le- C'est parce que une Je partie vous de la dis donc, population je vous dis donc, dite moi anglophone j'étais a revendiqué un ensemble de au choses. dialogue Et alors? national. Je vais Et donc alors? vous dire. Et alors? Laissez donc, je vous Et dis. alors? Laissez. Allez-y, J'étais allez-y, au dialogue allez-y. national. Et alors? Quand le problème du statut spécial s'est posé, mais dans la salle, il y a des délégations de différentes régions qui ont dit, et nous alors? Et in fine. Ça veut donc dire, Et in fine. et nous alors? Et in fine. Et nous alors? Et in fine. Mais attendez, vous pensez que la montée donc des différentes dynamiques communautaires, c'est lié à quoi? C'est lié à ce mouvement, et je l'avais dit, C'est ça que qui- ce c'est mouvement-là, discours-là qui crée la guerre. ça crée quelle guerre? Vous n'aimez pas la vérité, c'est la vérité. Alors, Une fois monsieur- que vous faites du laxisme par rapport à une communauté, quelle qu'elle soit, les autres communautés s'invitent dans le débat en termes de compétition et de demande à l'État. Et de ce point de vue, pour terminer, on a l'habitude, et c'est encore un poncif, de croire que les tensions interidentitaires ou intercommunautaires naissent du seul fait de l'État. Ce n'est pas vrai.
Les gens ont ici une technique de pression sur l'État qu'on appelle les mémorandums. Oh, vraiment, nous, on n'a pas telle chose. Si vous ne nous donnez pas ça, on va se fâcher, on va tout casser. Ça C'est fait l'État. partie du fonctionnement normal. L'État, Dans ce tous n'est les pas le pays fonctionnement du monde, il y a ça. L'État, C'est-à-dire que ouais, déjà- alors, mais si dans tous les pays du monde, il y a Mais ça. j'ai dit que- Si donc dans tous les Je pays voudrais du vous monde, dire, il y a professeur, ça. Laissez-moi donc parler. Les gilets jaunes en face, c'est bien parce que Les gens- gilets jaunes ont quoi de communautaire, cher ami? Attendez un peu, c'est dans Ne confondez pas les mouvements sociaux transversaux avec les mouvements sociaux communautaires. Justement, Ça n'a rien à je voir. suis en Monsieur, train de permettez, lier monsieur, Ce permettez. n'est pas la même chose, l'identification monsieur. de ce mouvement en un mouvement communautaire. Il Ce n'est pas la même communautaire, chose. Il est culturel. Il est Alors, culturel. Jean-François Chanon, vous êtes professeur finalement, vous savez même pas ce que Jean-François vous dites. Chanon, Mais attends, comment vous professeur au Nangini, discours soyez pas haineux, aussi. éduquer, sensibiliser ou sanctionner. Question de Michel Renaud Owanja aux journalistes. C'est dans la rubrique édito. Il faut sensibiliser davantage les Camerounais. Les Camerounais doivent comprendre que ça ne sert à rien de toujours véhiculer les discours haineux. Nous sommes tous des enfants d'une même nation, donc mettons l'accent sur la sensibilisation. Même depuis l'école maternelle, on doit déjà apprendre aux enfants le bien fondé du vivre ensemble. Il faut d'abord dégager les responsabilités tout en sensibilisant. Il y a un arsenal juridique qui existe, qu'il faut conforter par d'autres textes, mais il revient aux politiques d'établir dans ces décisions plus de justice, plus d'équité sur le plan social entre les différents groupes sociologiques, pour ne plus faire le lit à cette sorte de concurrence entre les Camerounais qui appartiennent à différents groupes sociologiques. De ce point de vue-là, il faut être sans pitié. Vraiment, il faut agir avec la dernière énergie sur les discours de division, de haine et de tribalisme que pourraient tenir les leaders d'opinion. Prendre le problème très au sérieux parce qu'il s'agit de la cohésion nationale, il s'agit du vivre ensemble, il s'agit de l'avenir de notre pays. Alors, vous avez écouté les journalistes qui ont fait un certain nombre de propositions, notamment qu'il faut vraiment sévir. Alors, justement, je voudrais qu'on s'arrête sur un point que vous avez évoqué, les réseaux sociaux. On a également le sentiment que depuis que les réseaux s'installent dans notre pays, depuis que tout le monde peut derrière son téléphone écrire ce qu'il souhaite, il y a une sorte d'exacerbation de ce discours haineux, Jean-François. Parce que derrière, il y a peut-être un sentiment d'impunité. Moi, je suis d'accord avec la plupart de ce que les confrères ont dit là, c'est-à-dire qu'il y a un vivre d'ensemble qu'il faut absolument encourager. Et je vois que les réseaux sociaux, et je pense que le professeur Mathias Eric Onangidi, qui est très présent sur les réseaux sociaux, je suis d'ailleurs un de ses amis sur Facebook, j'ai dû d'ailleurs le bloquer à un moment donné parce que j'estimais que son discours était justement très haineux, parce qu'on ne peut pas traiter un groupe social de notre société de tontinards, et en face de l'autre côté, on dit qu'il y a... Parce que le type sardinat est un peu plus générique, c'est-à-dire ça concerne toutes les tribus. Comment ça? Comment ça? Quand on dit sardinat, c'est-à-dire que c'est ça, dans la compréhension, la modeste compréhension que j'ai eue de ce débat qui est très animé justement par le professeur Mathias Eric. Vous semblez... Allez-y jusqu'au bout. Je ne le stigmatise pas, mais je constate. Non, c'est pas un constat. Comment ça? Allez jusqu'au bout de votre... Qui a créé le terme de tontinat? C'est moi. Mais vous êtes sérieux, monsieur Chanon? Oui. C'est moi? Oui, c'est vous qui l'utilisez. J'ai utilisé, c'est créé. Qui l'anime donc? Vous avez dit Bon, qu'il y a je créé, reviens sur ce que je reviens. c'est moi qui ai créé. Je Vous savez retire. ce que ça Je retire. Mais qui utilise le plus aujourd'hui Mais dans le vous savez discours ce de la que haine, Tontinat qui veut dire? oppose Tontinat Ça, ce et sont des Sardinat? constructions politiques. Et c'est donc ça la complexité de l'interaction identitaire. Ma présence sur les réseaux sociaux, ça a été justement de bloquer ce type de discours. Mais pour créer l'amalgame, on fait ce type de confusion parce que je vais contre la stratégie de ceux qui ont promu précisément ces stratégies de tension. Et je vous indique quel est le groupe qui a commencé ce Ne travail. vous énervez Il pas. s'appelle- Je m'énerve pas. Ne vous énervez Allez-y. pas. Il s'appelle le Cameroun, c'est le Cameroun. Aujourd'hui, les gens par hypocrisie parlent discours haineux. Qui a commencé cette affaire?
Ça a donc suscité les autres. Vous êtes Et sérieux? quand vous dites, je suis très sérieux, monsieur. Vous êtes sérieux en le Et disant? j'ai travaillé, j'ai tous les documents sur ça. Faites très attention. Donc, Tontinard, vous avez suivi la campagne du MRC? Ah ben, vous Vous voyez, on en avez arrive suivi, attendez, à vous des avez partis suivi politiques. la campagne du MRC. Bien Vous sûr avez que je suivi l'ai les thématiques. suivi. Qui disait, nous sommes fatigués de tontiner pour que les autres bouffent? C'est Onangini. Mais ça, c'était marginal. C'était Que les gens le marginal, disent dans bien la sûr. foule. Que les gens Alors, le disent dans la foule. Que les gens le disent dans la foule. Ce Mais n'était ça pas ne les gens devient dans pas la un foule. sujet à Non, prendre. monsieur Chanon, soyez honnête, ce n'était pas la foule. C'est de la foule. C'était les porteurs de la campagne du MRC. Je Les ne suis vidéos pas sont là. militant du MRC. Mais ça, c'est votre problème. Je ne suis pas militant Moi, du je vous dis MRC. donc Je ce veux qui juste s'est vous passé. rappeler que Je dis ce qui est-il s'est possible moi j'ai tous les ça, discours c'est deux. du professeur Maurice Kamto. Y a-t-il une expression de tontinat dans tous ces discours pendant la Je campagne? dis qui a dit Je les c'est ai. moi. Vous voulez que je vous cite les noms? Citez-les. On est là pour crever l'accès. Vous connaissez Citez-les. vous connaissez- Je suis justement là pour vous faire parler. Vous connaissez, Dites-le. vous connaissez ce Darling Evo? Oui, bien sûr. Vous savez ce qu'il a écrit après le meeting de Gbam? C'est marginal. Ce n'est pas marginal. C'est marginal. Comment vous pouvez dire que c'est Donc on marginal? ne peut pas alors en que c'est- prendre. Non, monsieur. Je ne dis pas que c'est ça qui lui fait non. justement. Laissez-moi parler. Je ne Allez-y dis pas donc, que c'est lui allez-y, qui a allez-y. dit. Je vous écoute. dis que c'est lui qui a rapporté ce qui s'est dit. Et c'est écrit dans les réseaux sociaux, monsieur. Par ailleurs, vous parlez de Tontinard. Vous avez lu la communication du MRC? C'est moi qui ai introduit Tontinard dans les thèmes qu'il a là-bas. Quand ils veulent cotiser, ils disent Tontinon et Tontinard. C'est moi? Mais vous étiez à la création du MRC, non? Non, j'étais là quand il faisait ça. Ah ben c'est Non, qui mais- sait, qui sait. Mais vous racontez La des question que je vous pose, Qui sait? la question que je Vous vous ai étiez à la posée, création du MRC, non? Jean-François- Pas à ce moment. Qui sait? Jean-François Chanon, la Comment question... ça a chaviré Pas à ce subitement? moment. Comment ça a chaviré subitement? Ça, c'est un autre débat. Ah ben là, c'est un autre débat comment? Jean-François Vous Chanon, devez savoir un peu parce que si vous l'utilisez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à continuer à utiliser ton D'abord, je tina? n'utilise plus le terme précisément. Pourquoi? Parce que Vous l'utilisez maintenant Kamto, il ne s'agit Taliban. pas- je n'utilise il ne s'agit plus pas, le terme Jean-François Chanon. précisément parce que dans l'amalgame, C'est en Attendez, il ne s'agit pas... Jean-François Ça Chanon, permet non, que ceux non. qui nous suivent Jean-François c'est de Chanon. l'amalgame et la Je confusion. ne suis Jean-François pas Chanon. d'amalgame. Exprès. Je C'est de l'amalgame pense, que je vous fais faites. des Jean-François constats. Chanon. Par contre, je ne qui vous ont- ai pas entendu. Quand les gens ont donc eu des vraies problématiques en termes de haine, on ne vous a pas entendu. Si. Quand quelqu'un s'est levé... Peut-être que vous n'avez pas visité ma page. Attendez. Non, on Je n'est lis pas tous là. les jours, Non, je suis tous les jours de désolée, je suis haine. désolée. Quand Je suis quelqu'un Tous désolée. les jours contre le discours de Quand- Je suis haine. désolée, on n'est pas là pour parler Pourquoi de parlez-vous, votre professeur? s'il vous Quand plaît. quelqu'un s'est levé Oh, et a Mathias. dit il faut tuer telle communauté, je vous avais dit quelque chose? J'ai dit Vous non. avez dit? J'ai dit non. Je dis, est-ce que vous avez dit? Oui, j'ai dit non. Vous avez dit non, hein? J'ai dit oui. Je En vous voudrais regardant avoir dans les la yeux, preuve. j'ai dit oui. On Donc, n'est vous pas, allez me on n'est donner pas la là. preuve Non, après. On vous a écouté, mais on n'est pas là pour cherchez-les. parler de vos Pas fait. Les archives positions. sont là. S'il vous plaît. Je travaille pour un journal qui milite Vous avez là, dit quoi? contre Votre ce journal a genre de dit quoi? discours. J'ai Moi, dit- je lis votre journal tous les jours. Il n'a rien dit à ce propos. Comment ça? Je Jean-François dis, il Chanon, n'a professeur rien Nangini. dit à ce C'est propos. insultant de dire Ce n'est ça. pas insultant, Oh, c'est la oh, vérité. mais- non, Vous c'est n'avez insultant. rien dit. Quelle vérité? Voilà donc un cas objectif de haine où quelqu'un se lève, se met dans une vidéo et appelle des Camerounais à attaquer d'autres Camerounais en raison de leur Le appartenance. professeur Ngana, vous voulez parler de lui? Si vous n'avez pas le courage de dire son nom. Mais c'est lui. Est-ce Mais que- attendez, est-ce tout le que monde c'est- sait très bien que c'est un personnage marginal qui a été Bien sûr, marginal. discrédité par tout le Bien monde, sûr. y compris même Alors, ceux je qui voudrais ne par pas vous y travailler. Ceux donc qui, comme vous, sèment l'amalgame. C'est-à-dire, Vous savez ce qu'ils ont dit après? c'est-à-dire, Est-ce qu'on peut Ceux qui, avancer, comme s'il vous vous, plaît? sèment non, on l'amalgame. Vous savez ce n'avancera qu'ils pas ont dit tant que après? vous ne me Est-ce qu'on peut stigmatisez pas. avancer? Je ne fais pas partie Vous des gens faites de qui l'amalgame, font le monsieur. discours de la haine, Vous professeur. faites de l'amalgame. Je suis bien calme, Vous mais faites- vous êtes énervé. Je ne suis pas énervé Si vous du êtes tout, cher énervé, ami. vous êtes Alors, énervé s'il vous Faites plaît. parce de que justement, l'amalgame. vous pensez que Jean-François Vous faites Chanon, de professeur l'amalgame. Onangini, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un colloque qui s'est tenu les 5 et 6 mai dernier pour essayer de trouver des solutions à ce problème relatif au discours haineux et à la montée de la xénophobie au Cameroun. Vous, ici sur le plateau, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre le problème? D'abord, Est-ce que c'est un phénomène de mode? Le professeur Onangini dit non, ce n'est pas un phénomène de mode. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là, pour que ce qui s'est passé, par exemple, au Rwanda, n'arrive pas au Cameroun? Je souhaite que Jean-François commence. Professeur Onangini, vous allez finir parce que c'est Jean-François qui a commencé, qui a ouvert l'émission. Allez-y. non, d'abord, le Cameroun n'est pas le Rwanda, en ce sens que
Moi, j'ai visité le Rwanda, on voit très bien que tous, même s'ils Ça parlent... n'a pas empêché les uns d'appeler à tuer les autres en raison de leurs origines. Qu'est-ce qui fait peur au professeur Onangini Non, la de question, me laisser terminer? la question est de savoir, Jean-François, la pourquoi question... mon analyse où je voudrais Jean-François, commencer qu'est-ce que justement, vous proposez? Pourquoi il est énervé? Non, Jean-François, Si, répondez à si. ma question. Répondez à ma question, je vous en prie. Et s'il me coupe? Allez-y, Jean-François. Je souris parce que Allez-y, le sujet est Jean-François. peut-être... Donc, je voulais dire que la plupart du temps, parce que ceux qui ont le pouvoir, et je reviens toujours à l'indépendance, ça s'est toujours structuré de manière à ce que l'homme qui est au pouvoir fait face à une certaine tribu. Et le Cameroun ne s'est pas résumé, voilà par donc exemple... les implicites où vous entretenez encore l'amalgame. Oui, mais Clarifiez ça vos existe, propos, non? parce que je sais ce que vous voulez dire là. Clarifiez vos propos. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, s'il vous plaît, Jean-François, allez-y Je ne rapidement. suis pas devant un procureur de la Ça veut dire République. quoi? Je ne suis pas devant un procureur de la République qui me demande de m'expliquer parce qu'on est dans un processus de judiciarisation. Bien Non, sûr. je suis désolé. Mais je dis ce que je dis. Et dites-le donc clairement. Mais je le dis clairement. Ça signifie que le Cameroun ne se résume pas à des gens qui ont un discours haineux et qui veulent gâcher le Cameroun tel Qu'est-ce que que vous par proposez, exemple, Jean-François Chanon? qui font face, qui stigmatisent les autres, Jean-François, etc. qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement que la cohésion nationale se fasse. C'est-à-dire Comment? que dans l'éducation, chaque jour, dans les médias, sanctionner les médias qui encouragent justement le discours de Et le haine, vôtre est en dehors de sanctionner tout les intellectuels. Et, ça. Les mon autres Dieu. est en dehors de tout ça. Oh mon Dieu. Si on parle Vous du voulez que messager je quand vous même... donne vos titres? Oui, donnez-les. Jean-François, allez-y, Donnez-les. vous avez fini, vous avez... Aucun disque de haine. N'est-ce Vous pas? avez fini? Jamais, je y veille. Le contenu En de tout vos cas, articles, depuis donc, c'est depuis que vous êtes là. Vous étiez là avant. Jean-François, vous attendez, avez fini? c'est-à-dire que Vous depuis avez que fini je m'en votre occupe, proposition? ce genre de discours, mais je fais ma proposition. Vous avez fini? C'est Ok. justement quand on veut analyser les gens comme Mathias Seri, on tombe dans la diversion. Bien sûr. Ils stigmatisent les gens. Et puis c'est ça Non, qui fait qu'est-ce que que ce vous discours de proposez? haine perdure. Ok. Et ça ne perdurera pas parce que vous êtes singleton dans ce genre de C'est choses. Même ça. à l'université, C'est ça ça. n'existe plus. Parce que si vous passez le temps à enseigner, Vous ne parlez pas c'est du ça que je dis. professeur Onangini. Qu'est-ce que vous Attention, là, proposez? faites très attention à ce que vous êtes en Qu'est-ce que train vous de dire, proposez là, rapidement? parce que ça va prendre Il vous reste, notre vous avez tour. 30 J'ai secondes. enseigné quoi, monsieur? Ne me menacez 30 pas. secondes. Non, je vous menace. 30 Ne me vous menacez faites des pas. insinuations. 30 secondes. Faites très attention. Professeur, Si vous professeur, me laissez gardez votre m'exprimer- calme. si vous me Alors, laissez allez-y, m'exprimer. vous avez 30 secondes pour conclure, Jean-François. J'espère qu'il est calme. Allez-y, vous aussi, J'espère soyez qu'il est calme. calme. Moi, je suis calme. Allez-y. Je souris, mais- Et ne provoquez pas le professeur. Allez-y rapidement. souris même. Allez-y rapidement, Jean-François. Je voulais simplement dire que nous devons tous prendre conscience que un pays qui construit entre les citoyens un discours de haine est un pays en danger. Les exemples justement des pays, et j'étais en train de dire que le Rwanda n'est pas le Cameroun parce qu'il y avait deux entités qui se faisaient face. Et on a besoin, parfois, les gens veulent transgresser ça, transformer ça, le cas du Rwanda au Cameroun. J'avais entendu ça déjà dans les années 90. Mais il y a plusieurs, c'est-à-dire quand ça commence entre les Bétis et les Bamileke, d'autres tribus sont là pour dire que vous n'êtes pas les seuls Camerounais. Et c'est ça qu'en dialoguant sur le plan national, en se parlant, comme je parle au professeur Mathias Eric Onangini, que je connais depuis des années et avec qui j'ai toujours fonctionné. Il n'y a pas de Oui, discours de chutez, haine allez-y, entre nous, allez-y. hein. J'attends votre Simplement chute. parfois que... je n'ai pas J'attends dit que- votre chute, Jean-François. Ma chute est la suivante. Je n'ai jamais dit que vous enseignez la haine à l'université. Ce que je comprends en vous lisant sur les réseaux sociaux et parfois en vous rencontrant sur les plateaux, je m'inquiète, c'est le fait de stigmatiser des groupes de nationalités stigmatisé qui? alors que quand vous stigmatisez les anglophones, J'ai en disant Alors, que c'est une Jean-François, je vous retire la Quand vous parole. dites que le Merci, mouvement merci identitaire- Jean-François. identitaire. Merci, Mais c'est stigmatisant. merci Jean-François. Alors, je voudrais quand même, je suis je voudrais, désolé. avant de vous passer la parole, professeur Onangini, relire un peu cette phrase, hein, vous partagez avec vous cette phrase de Peter Mafani Moussongale, président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, omniprésent dans le domaine des communications numériques. Ces phénomènes se manifestent de diverses manières, pas bien sûr de la xénophobie et du discours de haine. Ils mettent à mal l'unité, l'intégration nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale et la stabilité de la nation. Alors, comment adresser cette problématique, professeur Onangini? Première chose, les questions communautaires sont très complexes.
aucune société dans le monde n'a une solution miracle pour les régler, où que ce soit. Les pays qui veulent souvent nous donner les leçons sont en plein. Un pays comme les États-Unis, c'est une problématique permanente, la problématique des régulations entre les communautés. Deuxième chose, on ne peut pas régler les problèmes si on ne regarde pas la réalité en face. La réalité en face, c'est quoi? La réalité en face, c'est que nos sociétés sont des sociétés communautaires et que l'existence de plusieurs communautés pose des problèmes de coexistence. Mais comme je l'ai dit dès le départ, ce n'est pas quelque chose qui est fatal. On peut le régler et pour le régler, il faut donc une espèce de coalition. L'État a ses responsabilités, notamment à travers les politiques éducatives, les politiques en termes d'éducation au civisme. Il a ses responsabilités en termes de mécanismes de régulation et de répression de ce discours. Il a des responsabilités maintenant qu'on a des nouvelles techniques et technologies de la communication, de mettre en place des dispositifs qui vont permettre de tracer pour retrouver ceux qui tiennent donc un vrai, pas les histoires d'amalgame qu'il fait, ceux qui tiennent un discours de haine contre les autres. Et justement, qui le font parce qu'ils se cachent. C'est de l'amalgame, je vous le dis. C'est de l'amalgame. Et qui se cache, c'est ça la stigmatisation. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un qui a passé son temps à lutter contre ça de ça. Je vous défie, monsieur Chanon, je vous défie de trouver une seule phrase où Mathias Eric Oonangini attaque quelqu'un en raison de son origine communautaire. Je vous défie. Cherchez. Alors, je finis. Allez-y. Des tontinards comme Taliban, c'est quoi? Comme Taliban, c'est une communauté ethnique. Mais attendez un peu. Comme Taliban, c'est une communauté ethnique. Mais vous parlez même de quoi, monsieur Chanon? Ça dit que vous avez vos interprétations dans la tête et vous les superposez à la réalité. Bon, je revenons. Oui, bon. Vous faites de l'amalgame et c'est extrêmement malhonnête. C'est absolument malhonnête. Donc je continue. La stigmatisation malhonnête. Laissez-moi parler. Permettez que le professeur Onangini termine. Laissez-moi parler. S'il vous plaît, Jean-François, s'il vous plaît, permettez que le professeur Onangini. En la matière, le Cameroun ne réglera pas ce problème s'il n'étudie pas ce problème. Pour régler le problème, il faut le connaître. Nous n'avons peut-être pas le temps de détailler, mais l'ethnicisme a plusieurs niveaux. En 30 secondes. En 30 secondes. 1. Il y a l'ethno-nombrilisme. J'appartiens à la communauté A, les autres appartiennent à X, je suis le meilleur. Mais je le dis comme ça. 2. L'ethno-chauvinisme. Je suis le meilleur et les autres doivent le reconnaître. Ma manière de manger, de m'habiller est meilleure que celle des autres. Ça sont les formes les moins malignes. 3. L'ethno-hégémonisme. Partout où je serai, je vais donc positionner des gens de ma communauté parce que comme nous sommes les meilleurs, nous devons affirmer notre domination. Mais ça repose toujours sur les sentiments. Niveau supérieur. Pourquoi vous ne faites pas un livre? Niveau 4. Niveau supérieur est le plus dangereux. Niveau 4, allez-y. Ça va aider la communauté. Mais alors, qu'est-ce que vous en savez, monsieur Chanon? Vous pensez que ce que je fais là, je le fais comme ça? Niveau 4. L'ethnofascisme. C'est quoi l'ethnofascisme? Comme je suis de la communauté A, la communauté A est supérieure aux autres communautés. Elle est supérieure de manière naturelle. Nous sommes plus intelligents, plus beaux, plus ceci. Comme nous le sommes, les autres doivent se soumettre à nous. Parce que c'est une loi de la nature et c'est une loi de l'histoire. Et la différence de cette forme-là avec les autres, c'est qu'elle est écrite. C'est une doctrine. Et c'est une doctrine qu'on peut enseigner. Et précisément en revenant sur le mouvement de l'anglophonie identitaire, cher monsieur, si vous ne le savez pas, il y a au moins une centaine de livres qui ont construit cette idéologie de pas à pas. Et je suis bien placé pour vous le dire parce que j'ai toute la documentation. Ces naïfs croyaient que j'étais de leur côté. Niveau 5. Niveau 5, qui est en prolongement avec le niveau 3, c'est le suprématisme. Si vous ne reconnaissez pas que je suis supérieur, je vous combats de manière absolue. Et c'est là on arrive donc à l'hypothèse du génocide. Il faut tuer tel parce qu'il ne reconnaît pas que c'est moi qui suis le maître. Je vais lui imposer par la force ma domination. Ce sont des choses extrêmement dangereuses. Ce sont les 5 problématiques voilà. au Cameroun. Ce sont des choses, bien sûr, ce sont des choses extrêmement dangereuses.
Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'expliquer aux Camerounais qu'on peut vivre de manière pacifique et harmonieuse. Mais est-ce que j'ai dit que vous n'avez pas dit? Ouais. Alors, laissez-moi parler. Je n'ai pas dit que pourquoi vous êtes sur la défensive. Professeur, il faut permettre aux Camerounais de comprendre qu'on peut vivre. Laissez-moi parler. Professeur, il vous reste 10 secondes. Professeur, 10 secondes. Le temps nous tient à la gorge, je vous en prie. Allez-y. Ils peuvent vivre de manière harmonieuse et pacifique. Et cela dépend d'abord d'eux. Parce que les autres accusent toujours les structures collectives. Quand un jeune homme va, il dit à sa famille, je vais épouser la fille de tel comme... On lui dit quoi? Donc dans toutes les belles filles qu'il y a dans notre côté, tu n'as vu personne? Vous allez accuser l'État après? Ça commence dans les familles et dans les communautés. Il faut donc une éducation ça où les gens... exister, mais on n'en est pas Qu'est-ce que vous en savez? On va arrêter là. Il y a des Professeur jeunes gens ils finissent par se marier. Professeur Onangini, Jean-François Chanon, professeur Onangini. Monsieur Chanon, là je ne serai jamais d'accord avec vous. Oui. Il ne faut pas faire de discrimination entre les intégrismes communautaires. Oui, là, vraiment, l'anglophonie, c'est la culture. Quelle culture? Jean-François, professeur Onangini. Tous les communautarismes doivent être régulés et au besoin réprimés. Parce que ce qui est supérieur, c'est la République. C'est entendu, professeur. Merci. Il y a trop de volonté de puissance dans votre C'est entendu, professeur. Madame, Messieurs, nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse pour parler du désordre urbain. Mais avant cela, je vous invite à suivre cette, on va appeler ça une sorte de passe d'armes entre le maire de la ville de Yaoundé et le maire de Yaoundé 7. C'est un focus dans cette édition de Scène de presse. J'ai l'honneur de vous faire connaître que votre dossier technique n'est pas éligible au permis de construire parce que le site devant abriter votre projet est une dépendance du domaine public. Il s'agissait d'un acte manifeste de récidive parce que l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé avait déjà effectué des démolitions. J'ai agi en respectant des textes dont je suis à la fois théoricien, praticien. Je voudrais rappeler que l'article 2 de notre code stipule que les collectivités, les mairies sont d'égale dignité. Aucune mairie n'exerce la tutelle sur une autre. Nous n'avons pas été notifiés. Moi, je lui ai écrit pour la reprise des travaux. Tout a été rasé sur le site. J'attends réparation. Et j'ai saisi qui de droit. Le Covid-19 existe. Il tue. Il fait des ravages au sein des familles. Je l'ai eu. Je sais de quoi je parle. Vous également, vous pouvez l'avoir. Un seul geste, facile à adopter, facile à faire. Porter son masque, comme je le fais, aussi simplement. Alors, sur le plateau avec moi pour parler du désordre urbain, Augustin Mbala, qui est le maire de Yaoundé 5. Bonsoir et bienvenue sur le plateau, monsieur le maire. Bonsoir. À ma gauche, René-Daniel Mintia, qui est expert en décentralisation. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Scène de presse pour parler à nouveau des questions relatives à la décentralisation. Merci et bonsoir à vous. C'est plutôt à moi de vous remercier tant l'expertise sur ces questions est plurielle et disponible. Que le choix soit toujours porté sur ma modeste personne, je ne peux que vous remercier. C'est la CERTV qui est honorée de vous avoir. Alors, vous avez écouté, nous avons appelé ça passe d'armes entre le maire de Yaoundé, le maire de la ville, donc, et le maire de l'arrondissement de Yaoundé 7, suite à ce que le maire de ville appelle nettoyage
de Yaoundé 7 en Colbison précisément, ou que d'autres personnes appellent CAS. Comment est-ce que vous réagissez, vous en tant que maire, lorsque vous voyez ce genre d'activité? Comment est-ce que vous vous sentez? Oui, en tant que maire, je vais réagir à deux niveaux. D'abord, au regard de l'action du maire de la ville. Le maire de la ville agit conformément à la loi, qui lui en a donné ses prérogatives en ce qui concerne l'exclusivité sur les actions de planification urbaine dans la ville de Yaoundé. Mais maintenant, sur tout un autre plan, il faut quand même dire qu'un maire d'arrondissement s'en trouve quelque peu écorné, quelque peu déshonoré lorsqu'une action qu'il entreprend dans sa commune est démolie, détruite de cette façon. Je voudrais dire que ce sont des actions qui gênent et qui, normalement, devraient donner lieu préalablement à un dialogue. Alors, vous avez parlé de la loi, vous avez dit le maire de la ville agit, j'ai envie de dire, escalité, parce que c'est lui le maire de ville, il en a les prérogatives, mais à côté de la légalité, il y a également l'opportunité. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Quand je dis que le maire de la ville agit conformément, c'est-à-dire que c'est la loi qui lui a conféré cette exclusivité. Parce que la loi confère l'exclusivité au maire de la ville pour toutes les questions de démolition, de planification, de schéma directeur, ce qui n'est pas le cas pour un maire d'arrondissement. Parce qu'il faut souligner ici qu'un maire, le maire de Ngoumou ou de Mbankomo, a des prérogatives en matière de planification urbaine. La question était de savoir si c'était opportun. Non, je pense qu'on peut dire que ce n'était pas opportun. Je pense qu'on aurait pu éviter ces casses. On aurait même pu les effectuer, mais sans en causer un si grand dégât public. C'est-à-dire que ça aurait pu se faire sans que le grand public ne soit au courant. Si un temps soit peu, il y avait eu une communication ou alors dialogue préalable entre le maire de ville et le maire d'arrondissement. René Daniel Mintia, le maire de la ville, a donc entrepris, on l'a dit depuis quelques mois, de casser des boutiques construites par les maires d'arrondissement. Ça s'est vu à Yaoundé 2, ça s'est vu à Yaoundé 4, ça s'est vu à Yaoundé 6, ça s'est vu à Yaoundé 7. Et vous dites, comme l'a souligné le maire tout à l'heure, vous dites que c'est une question de droit, c'est la loi qui le permet. Parce que les maires sont assujettis à l'obtention du permis de bâtir que seul le maire de ville peut donner. Effectivement, c'est la loi, mais j'ajoute ici sur ce plateau que c'est aussi une question d'opportunité. Vous vous souvenez que lorsqu'il a inauguré le nouvel immeuble siège de la Direction générale des impôts, le Premier ministre chef du gouvernement avait interpellé le maire de la ville de Yaoundé pour qu'il mette plein de dispositions pour mettre un terme à cette allure, à cette figure que Yaoundé présente, à savoir une bidonville en perpétuelle croissance. Et donc là, le maire de la ville de Yaoundé est dans son élément, que ce soit sur le plan juridique également, que ce soit sur le plan politique. Vous êtes également sans ignorer que le Cameroun abrite dans les prochains jours de grands événements sportifs qui appellent donc des actions de rénovation urbaine. Donc je crois que ajouter à l'élément juridique, il y a l'opportunité, c'est que Yaoundé ressemble chaque jour, c'est un gros marché finalement, malgré les efforts accomplis par les pouvoirs publics, que ce soit de l'ordre national, que ce soit de l'ordre local, pour embellir la ville. Il y a toujours des actions qui sont entreprises. Il faut regretter que les maires, les communes d'arrondissement s'y mêlent pour construire. J'étais sur le terrain tout à l'heure, là, avant le début de l'émission, parce que lorsque vous êtes chercheur d'analyse des politiques publiques, vous devez aller au contact. Et j'ai failli couler une larme lorsque j'ai vu ces constructions-là à Cassia.
J'ai du mal à croire qu'une commune d'arrondissement entreprend de construire des boutiques sous haute tension, sous la haute tension, le long d'un mur, et c'est incroyable. On ne peut que saluer. Moi, je salue cette action du maire de Yaoundé, tout en lui demandant d'aller un peu plus loin, parce qu'il n'y a pas que les mairies, il y a ces mototaximans, il y a les particuliers, il y a des gens qui construisent des maisons et amènent à rétrécir des rues. Le trottoir est toujours occupé à Yaoundé. Donc, on ne peut que saluer ces initiatives. Alors vous saluez l'initiative du maire de ville, mais à côté, les maires d'arrondissement ont un problème. C'est-à-dire que depuis de longues années, on n'a pas construit de marché, on n'a pas construit de nouvelles boutiques, la ville s'est agrandie, de nouveaux quartiers se sont créés et il y a un fort besoin d'espace marchand. Est-ce que c'est ce qui guide l'action des maires? Effectivement, vous pouvez le constater, une ville comme Yaoundé, qui a plus de 3 millions d'habitants, ne compte qu'une dizaine de marchés. Vous voyez que c'est un véritable problème. À Yaoundé 5e, pour un arrondissement de près de 500 000 habitants, nous n'avons qu'un seul marché, celui des Sos, et qui est la propriété de la communauté urbaine. Et donc, c'est un problème dont se plaignent la plupart des maires des communes d'arrondissement. Et donc, nous avons là une ferme volonté de rattraper ce retard en termes d'infrastructures marchandes. Et c'est ce qui fait que nous soyons mus par cette volonté de construire des marchés. Parce qu'en même temps, lorsque vous demandez aux populations qui vendent sur les trottoirs de les quitter, mais ces populations nous demandent, monsieur le maire, vous nous envoyez donc vendre où? Parce que le tout n'est pas aujourd'hui de dire partez d'ici, mais c'est pour aller où? C'est à nous, les collectivités territoriales décentralisées, de proposer de nouveaux espaces d'accueil pour ces marchands afin de combattre ces désordres urbains. Donc, effectivement, le problème de structures marchandes est réel dans la ville de Yaoundé. Alors, pourquoi seulement les marchés? Parce que le maire, René Daniel Mintia, le disait il y a quelques instants. Pourquoi seulement les marchés? Est-ce qu'il n'y a pas derrière une recherche je veux dire, de gains ou de moyens financiers pour les communes d'arrondissement? Je pense que ce n'est pas ça l'objectif premier. L'objectif premier, en voulant construire les espaces marchands, ce n'est pas de se faire les gains. Mais peut-être qu'il est là, ce besoin-là, cet objectif. Mais le premier objectif aussi, c'est de caser ces personnes qui font du désordre urbain, qui vendent partout sur la voie publique. Alors, ces personnes vendent partout sur la voie publique. Elles mettent des comptoirs un peu partout sur la voie publique. Et les communes d'arrondissement perçoivent des taxes. Ces gens-là payent des taxes. Est-ce que le fait justement qu'elles payent des taxes, ce n'est pas une forme d'autorisation, d'occupation de la voie publique? Non, je pense que les mairies perçoivent les taxes de façon provisoire, parce que vous ne pouvez pas exercer une activité économique et sans en payer les taxes. Nous demandons les taxes pour ceux qui sont installés aux abords des rues, mais en parallèle... Après, vous ne pouvez pas leur demander de partir, parce qu'elles ont le sentiment que parce qu'elles payent, elles peuvent s'installer là. C'est pour cette raison justement que nous sommes engagés, toutes les communes de Yaoundé, dans la recherche de la construction des marchés, parce que nous voulons trouver une solution à ces commerçants. Parce qu'il faut aussi reconnaître que ce n'est pas tous qui sont installés sur la voie publique. Il y en a qui sont installés normalement, qui payent leurs taxes. Mais c'est pour cette catégorie de commerçants installés sur la voie publique que nous voulons construire des marchés afin de les orienter de ce côté-là. Alors René Daniel Mintia, la question que moi je voudrais vous poser, c'est celle de savoir s'il n'y a pas, je ne sais pas s'il faut appeler ça des incongruités dans la loi telle qu'elle est conçue actuellement, telle qu'elle est respectée actuellement, telle qu'elle est conduite. Les maires ont des besoins réels, les maires d'arrondissement sont au contact des besoins réels de la population. Les maires peuvent construire des marchés, mais pour cela, il faut l'autorisation du maire de ville. C'est un problème que les maires, j'ai envie de dire, que les maires de brousse n'ont pas. Est-ce qu'il n'y a pas une incongruité? Est-ce qu'il n'y a même pas une discrimination entre les maires de ville, les maires d'arrondissement dans les agglomérations et les maires de brousse, entre guillemets? Est-ce que la loi n'a pas quelques faiblesses à ce niveau-là? Votre question, Lutresse, a un sous-jacent qui est celui de l'opportunité de la création des communautés urbaines. Je crois percevoir cela dans votre question.
Et là, permettez-moi de mettre un pas en perspective pendant quelques secondes. L'intérêt de l'ordre et du désordre au niveau urbain, pour dire que cela a été rationalisé, on le sait depuis les travaux de Thomas Hobbes et des autres, que ce qui peut entraîner le désordre dans un État, le nôtre étant unitaire décentralisé, et même dans les collectivités, comme c'est le cas d'espèce, c'est par exemple une mauvaise articulation entre les compétences, le populisme, la corruption, etc. Alors, est-ce que la loi n'a pas des incongruités? Je dirais d'emblée non. Parce que justement, la loi de 2019/024 du 24 décembre 2019 sur le Code général des collectivités a fait un effort de clarification au niveau urbain, de clarification des compétences entre les communes d'arrondissement et la communauté urbaine. La régie va justement nous permettre de voir ces compétences. Et lorsque vous lisez clairement le titre 3 du livre 3e du Code, et précisément à partir de l'article, je peux me tromper, 252 ou 51, vous voyez que la loi énonce 19 compétences exclusives au conseil de communauté urbaine et donc à l'exécutif qu'est le maire de la ville. Et ce code poursuit en disant que pour le reste, les communes d'arrondissement peuvent continuer à exercer les mêmes compétences que les autres communes. Il n'y a donc pas une disposition qui soit défavorable aux communes d'arrondissement. C'est juste que les communautés urbaines obéissent à un régime dérogatoire, un peu comme nous avons avec les régions du Nord-Ouest. Et dans ce régime dérogatoire, on essaie de répartir les rôles et il faut simplement que chacun respecte son rôle. Alors, sauf que René Daniel Mutia, le même Code général des collectivités territoriales décentralisées dit à son article 2 alinéa 3, les collectivités territoriales sont d'égale dignité. Aucune collectivité territoriale ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre. Nous ne sommes pas là, Lucas. Est-ce que justement... Non. Nous ne sommes pas là dans une situation où la communauté urbaine veut établir une tutelle sur les communes d'arrondissement parce que la communauté urbaine est constituée des communes d'arrondissement. De deux, le conseil de communauté urbaine, qui est l'organe délibérant, est constitué d'office, comme membre de droit, les maires des communes d'arrondissement, et les conseillers de cette collectivité-là émanent des communes d'arrondissement. Nous ne sommes pas du tout ici dans une situation, je pense que c'est mal interprété cette disposition. Nous ne sommes plus non plus dans une situation de conflit de compétences. C'est vrai, les communes d'arrondissement peuvent créer des marchés. Il y a un besoin en services marchands, si je peux m'exprimer de la sorte, même s'il faut relever que lorsque vous allez à Mokolo, vous voyez bien des boutiques fermées. Ce n'est pas parce qu'il manque des espaces, les gens viennent vers la rue. Ils préfèrent occuper le trottoir. Ce n'est pas là le problème, mais c'est que construire les marchés, c'est vrai. Chercher comment construire les marchés, c'est mieux, mais surtout, faites-le dans le strict respect des normes, des règles d'urbanisme. Je crois que c'est là que se situe le problème. Et si les uns et les autres le font, moi je refuse qu'on considère qu'on doit autoriser les gens à occuper la voie publique parce qu'il n'y aurait pas d'espace. Non. Il faut que nos maires de communes d'arrondissement soient ingénieux, qu'ils aient les capacités, les moyens de trouver des solutions pour créer des marchés. Et je continue, j'insiste là que en réalité, il y a un problème de recettes, il y a d'autres problèmes qu'on ne veut pas évoquer. Il y a également un autre problème, et le maire, on va poser la question, mais il y a également un problème, c'est celui relatif au droit du sol. Oui, effectivement. Mais avant d'y arriver, je voudrais dire que vous avez parlé d'incongruité tout à l'heure. Et moi, je trouve qu'il y en a. Il y en a, et puis je pense que lorsque... Notamment au niveau du permis de bâtir. De bâtir. Lorsque dans une ville comme Yaoundé, pour construire une petite maison, même de 50 mètres carrés, il faut en référer au maire de ville. Et que le maire d'une commune d'arrondissement de 500 000 habitants n'a rien à dire. Est-ce que c'est normal? Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Je pense que cette façon de fonctionner consacre même un peu une centralisation à outrance dans un contexte de décentralisation. Moi, je suggérerais qu'on dise pour des maisons sur pied, pour des maisons de niveau R+1 ou R+2, les permis de bâtir, R+3, les permis de bâtir sont de la compétence du maire de la commune d'arrondissement. Vous en appelez là à une relecture? À une relecture. Et en termes d'incongruité, moi, je voudrais vous prendre un cas pathétique dans ma commune en ce moment.
parce que le maire de ville exerce une compétence exclusive en matière de permis de démolir. Nous bénéficions d'un projet du Minju pour construire un DALO au niveau du quartier Essos, pour relier les quartiers Essos à celui de l'Omnisport. Et malheureusement, où nous devons construire le pont, il y a un particulier qui a érigé un mur en pleine servitude. Et c'est à ce niveau que nous devons construire ce pont. Donc, nous ne pouvons pas engager la construction du DALO tant que le mur n'est pas détruit. Pourtant, c'est un mur situé non seulement sur la servitude, mais également à 1 mètre du cours d'eau. Donc, il mérite d'être démoli. Mais à moi, en tant que maire d'arrondissement, je ne peux pas engager cette action. Et il y a 4 mois que j'ai saisi le maire de la ville. Et je ne veux pas dire que c'est faute de la volonté du maire de la ville, parce que plusieurs fois, il a interpellé ses collaborateurs à libérer rapidement ce dossier de permis de démolir, afin qu'on démolisse. Et nous, on ne peut pas engager la construction du DALO tant que le mur n'est pas démoli. Alors, comment ne peut-il pas donner l'autorisation de démolir cet édifice-là, mais on peut rapidement aller démolir des boutiques à Yaoundé 7, à Yaoundé 6, et vous voyez que si par exemple la loi, parce que c'est pour ça que je parle d'incongruité, si par exemple la loi avait permis qu'au bout de 2 mois, de 3 mois, si le maire de ville ne réagit pas ou ne délivre pas d'autorisation démolie, le maire de commune d'arrondissement en a les pouvoirs pour le faire. Donc, vous voyez comment les actions des maires des communes d'arrondissement peuvent être butées ou alors tributaires des retards des agents de la mairie de ville. En clair, vous êtes quelque peu à l'étroit. On va marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour suivre la revue de presse que nous propose Franck Evina en rapport justement avec les désordres urbains. Il y avait de l'électricité dans l'air entre communautés urbaines et communes d'arrondissement de Yaoundé 7 à l'origine des destructions opérées par le maire Luc Messi à Tangana en Colbison, une casse qui a suscité une descente sur le terrain du maire Augustin Tamba, rapporte Mutation. Des batailles inutiles selon Cameroun Tribune qui indexe notamment des conflits de compétences, des difficultés de communication et la mauvaise interprétation des textes. Dans les colonnes du quotidien bilingue national, les édiles de la capitale soulignent la nécessité d'une synergie des forces et la concertation. Il y a justement eu concertation entre maires des communes d'arrondissement et maires de la ville de Yaoundé autour du préfet du département du Mfundi. Désormais, les magistrats municipaux font front commun contre les désordres urbains, ce phénomène qui a la peau dure selon The Express qui présente les clichés saisissants de ce fléau. La revue de presse était sur la scène. René Daniel Mintiage, je voudrais qu'on reste sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées de manière générale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là matière à réflexion après avoir écouté le maire de Yaoundé 5 qui, je le souligne ici, est quelque peu le porte-voix des maires d'arrondissement dans les agglomérations? Il y a certainement les choses à revoir dans le Code. Les lois ne peuvent pas être parfaites, étant entendu que ceux qui sont chargés de les élaborer même ne sont pas des êtres parfaits. Mais là-dessus, en ce qui concerne les communautés urbaines, je dois dire, le maire a pris un bel exemple en disant qu'une maison de 50 mètres, est-ce que ça nécessite? Je voulais dire à monsieur le maire que ça peut paraître simpliste, mais c'est un peu plus complexe parce qu'une maison de 50 mètres, ça doit se brancher à un réseau de télécommunications, à un réseau électrique. Ça doit se brancher à un réseau d'alimentation en eau, des servitudes pour avoir accès à la route. Vous voyez que lorsque vous prenez cela suivant une approche systémique, dans le cas d'un système, ça ne peut pas être du ressort d'un maire. Vous voulez parler de la planification urbaine? Donc, c'est la planification urbaine parce que la maison, c'est une couleur. Vous avez des dispositions réglementaires qui voudraient qu'on donne une certaine allure des couleurs de la peinture à des maisons. Vous comprenez que ça peut échapper au maire de la commune d'arrondissement pour finalement toucher les questions transversales et par conséquent, lorsqu'on dit... Mais qui peut faire l'objet de discussions dans le cadre du conseil? Justement, Lucrèce, et c'est là où j'ai du mal à croire à ces conflits qu'on assiste, parce que pour maintenir l'ordre urbain, justement, le législateur a prévu des cadres de concertation.
vous avez le conseil de communauté urbaine, vous avez les conseils municipaux d'arrondissement, vous avez des réunions de bureau, vous avez un ensemble de choses qu'on peut mettre en mouvement. On a commencé plus haut, peut-être chez le Premier ministre, la présidence, le ministre de la décentralisation. Finalement, on revient là où on aurait dû commencer, à savoir le préfet pour résoudre le problème. Il y a les mécanismes, ils ont même entre eux, les élus locaux, les antennes de CVUC, etc. Donc, je voudrais dire qu'il y a tout un ensemble d'artillerie, de batteries qui doit pouvoir favoriser la concertation permanente et donc une synergie d'action, quelles que soient les actions qui seront posées au niveau urbain. Monsieur le maire? Oui, moi je pense que c'est une injustice. Parce que le maire de Mbankomo, qui n'a que 40 000 habitants, établit les permis de bâtir. Mais c'est injuste qu'un maire de commune d'arrondissement à Yaoundé qui j'ai 400 000 habitants ne puisse pas. Attendez, moi je pense que les maires de communes d'arrondissement ne doivent pas. Oui, la communauté urbaine ne doit pas étouffer. Je pense que les compétences doivent être partagées. Moi je pense que non, elles ne le sont pas suffisamment dans le domaine de la planification. Moi je dis par exemple en matière de permis de bâtir que le maire de commune d'arrondissement peut donner le permis de bâtir, ne serait-ce que pour des maisons sur pied qui ne sont même pas étages. Ne serait-ce que cela. Non, pourquoi? Est-ce que les maires de communes d'arrondissement ne peuvent pas assurer la planification de leur commune? Vous pensez que nous avons été élus par un simple fait? Je pense que lorsqu'on est élu maire de commune d'arrondissement, dans une ville, parce qu'il n'y a que dans les grandes villes qu'on trouve des maires de communes d'arrondissement, c'est parce que nous avons de la ressource, nous avons une certaine expertise. Nous ne disons pas qu'il faut tout enlever à la mairie des villes, mais nous disons que pour certains domaines, il faut également donner une portion aux maires de communes d'arrondissement. Et à ce propos, justement, je vous invite à écouter le président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, Augustin Tamba, qui parle donc de ce qu'il faut faire pour avoir une décentralisation harmonieuse au Cameroun. L'écoutons. Nous aurons donc, je le précise, Augustin Tamba, qui est le maire de Yaoundé 7, mais qui est surtout le président des CVUC, Communes et Villes Unies du Cameroun, qui est en focus dans cette édition de Scène de presse. On va certainement avoir Monsieur le maire dans la suite de cette édition. Alors, Monsieur le maire, il y a les boutiques pour parler de désordre urbain, mais il y a aussi les mototaxis. Oui, il y a les mototaxis qui tendent à envahir toute la ville. Et à Yaoundé 5, nous vivons ce phénomène, mais nous nous battons tous les jours parce qu'il faut que les mototaxis mènent, surtout à Yaoundé 5e, respectent les zones interdites parce que la ville a tout prévu. À Yaoundé, il y a des zones qui sont interdites à la circulation des motos. Et je pense que nous devons veiller, nous les maires, parce que sinon nous allons avoir le phénomène qu'on trouve déjà ailleurs, c'est-à-dire l'envahissement des motos partout. Et nous pensons que c'est un véritable problème. Il faut que les forces de l'ordre nous y accompagnent. Parce que les maires seuls, tout seuls, avec leur police municipale, qui sont en fait des civils, parce qu'ils n'ont aucune arme pour leur défense, ne peuvent pas avoir assez d'efficacité. Alors, retour sur cet élément du président des CVUC, Augustin Tamba, en focus. Nous sommes en train de travailler sur le problème du permis de bâtir qui est source de conflit. Nous sommes en train de travailler sur le permis de bâtir parce que nous voulions que le permis de bâtir soit catégorisé. Donc nous suggérons que les communes d'arrondissement puissent avoir une autorisation de permis de bâtir jusqu'à R+3 et que à partir de R+4, que la mairie des villes soit compétente. Nous pensons également que les mairies d'arrondissement devraient avoir la maîtrise d'ouvrage déléguée des projets qui se passent dans leur arrondissement et la communauté urbaine garderait les compétences sur les projets transversaux, c'est-à-dire qui passent entre deux collectivités, entre deux communes, ou 3 ou 4 communes. Il y a également le problème de la gestion domaniale.
Le problème de la gestion domaniale, vous savez, aujourd'hui, sans synergie, sans une plateforme de concertation, il serait très très difficile qu'il n'y ait pas de conflit entre la communauté urbaine qui a ses projets et les communes d'arrondissement qui ont également leurs projets. Donc, alors qu'une plateforme permettrait de concilier les positions, de savoir d'avoir un fichier, une pépinière des projets de la communauté et des communes d'arrondissement et trouver des moyens et des solutions qui arrangent tout le monde, des solutions collectives pour pouvoir faire avancer la ville de Yaoundé. Je voudrais également dire, à travers cette plateforme, nous pensons que beaucoup de choses peuvent être faites. René Daniel Mintia, que pensez-vous de ces propositions du président des communes des villes unies du Cameroun, autant pour moi? J'ai essentiellement retenu une proposition, c'est de la plateforme. Et je réponds que la plateforme, elle existe. Il n'y a pas meilleure plateforme que le Conseil de communauté urbaine, qui est l'organe délibérant et au sein duquel siègent les maires des communes d'arrondissement, les représentants des communes d'arrondissement. Encore que le maire de la ville est élu par ses pairs. Donc je ne trouve pas meilleure plateforme autre que cela. Il faut simplement que les uns et les autres essaient de mettre en mouvement. En 15 secondes, je dirais simplement que dans nos villes, nous devons avoir l'habitude des sessions extraordinaires. Nous sommes là devant des affaires urbaines et on s'attendait à ce que le maire ou bien la majorité, les 2/3 des conseillers demandent une session extraordinaire pour résoudre le problème en cause. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas meilleure plateforme que le Conseil de communauté urbaine. Alors, monsieur le maire, vous avez commencé à parler du désordre, du désordre urbain causé par les mototaxis. On se souvient qu'il y a une dizaine de jours, il y a eu justement, on va dire, des mouvements de violence au sein de votre communauté, de votre mairie, avec à la clé des violences exercées sur des confrères d'une chaîne concurrente. Oui, je voudrais dire que la commune d'arrondissement a engagé une opération d'assainissement du secteur moto, justement pour lutter contre le désordre urbain et également pour éviter l'envahissement des motos par toute la commune. Et il y a eu un mouvement d'humeur, c'était le jeudi 29 avril, autour de 12 heures. Et j'ai été appelé à aller parler aux mototaximens. Et j'ai eu à leur parler puisque j'en ai l'habitude. Donc nous sommes tombés d'accord que nous allons tenir une réunion de mise au point le lendemain. Et donc tout s'est bien terminé autour de 15 heures. Mais nous avons été surpris à 18 heures moins de voir que les journalistes de Canal 2 arrivaient avec une cohorte de mototaximens en train de crier à la libération des motos qui avaient été saisies. 29. Alors, la police municipale, qui était assistée aussi par le commissariat du 16e arrondissement et ses éléments, ont quand même été surpris de cette coïncidence. Qu'à 18h, une autre cohorte de motos arrive en compagnie des journalistes de Canal 2 qui voulaient filmer l'événement. Alors, c'est dans ce cadre qu'un des journalistes de Canal 2 a été interpellé par la police municipale, quelques éléments, et les éléments du commissariat du 16e. Bon, il a été violenté, mais je pense légèrement, puisque d'autres... Pas légèrement, monsieur le maire. Nous avons vu les images sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai bien vu comment il a reçu, le confrère a reçu une gifle. Le caméraman avait des blessures. Donc, c'était pas des violences légères. Bon, moi je regrette tout cela. Je regrette tout cela. Et en tant que maire, moi, je voudrais dire que, premièrement, j'ai pas été au courant parce que moi, je me trouvais à mon bureau au 3e étage. Donc, les événements se passent à mon insu total. Et parce qu'il a été dit que le maire a ordonné sa police municipale de bastonner des journalistes. Moi, je suis un partisan de la non-violence. D'ailleurs, ces policiers qui se sont livrés à ces actes de violence ont été sévèrement sanctionnés. Donc, nous regrettons cela et nous disons, nous avons trouvé des sanctions à notre police municipale. Mais je voudrais aussi que Canal 2, qui s'en est livré en véritable pugilat contre la personne du maire, aussi retire tout ce qui a été dit. Parce que le maire n'a jamais donné un ordre à sa police de violenter les journalistes. Je ne peux pas le faire. C'est entendu. Merci, monsieur le maire, pour cette précision. Et maintenant, nous allons retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi.
Bonsoir à tous. On ouvre cette revue avec Cameroun Tribune qui parle de la situation au Tchad. Paul Biya a consulté le président de la République, a reçu vendredi dernier au Palais de l'Unité le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence tchadienne. Abdelkerim Idriss Déby Itno était porteur d'un pli fermé du président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno. C'est à lire entre les pages 2 et 3. Intégration, nous n'aurons pas intégration en visuel et on va donc passer à économie report, évaluation de ces contraintes à l'exécution des projets routiers. De nombreux manquements ont été recensés auprès des entreprises adjudicataires. L'économie report ajoute qu'une vingtaine vient d'être suspendue par le ministre des Travaux publics puis assainissement du fichier solde de l'État. 1746 pensionnés invités à justifier des rappels perçus. Ecomatin parle du secteur de l'électricité, l'assainissement des créances au statu quo. Le concessionnaire du service public de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun demeure inlassablement dans l'attente du paiement de l'État de ses créances, lesquelles s'élèvent au moins à 40 milliards de francs CFA au 31 mars 2020. Défi actuel, transformation structurelle de l'économie, plaidoyer pour l'émergence des champions nationaux, transport ferroviaire, déraillement des écales, les indemnisations vont bon train. Ladies News, Nord-Ouest et Sud-Ouest Cameroun, l'éducation des femmes déplacées internes préoccupe ONU Femmes. Second Chance Education and Professional Learning Project, SCE, est un projet d'ONU Femmes qui vise à briser les tendances actuelles et à fournir des solutions globales aux femmes marginalisées et aux jeunes femmes qui ont manqué l'éducation et qui risquent d'être laissées pour compte. Éco-santé, donc, nous n'aurons pas en visuel, de Guardian Post, Stormy Neck Meeting. Joshua Ossis SDF membership on the line. NEC finds complaint against OC for any party activities admissible. 3 fresh accusations against OC surface at NEC meeting. A dark cloud is circling around the Social Democratic Front, SDF. First Vice National Chairman, Honorable Joshua Ossi, who doubles as Member of Parliament of Vuri Center. Et pour la suite, nous aurons donc Camer Presse, gouvernance. Peur sur les tests Covid-19, Camer Presse indique qu'une ONG révèle dans une enquête des trafics de faux tests PCR dans les aéroports au prix fort alors que les 10 tests sont censés être gratuits. Également à lire hydrocarbures, 11 milliards de CFA de pénalités par an. Développement, moins qu'on veut valoriser ces 100 km de plage. Et voilà pour l'essentiel qu'on a pu recenser aujourd'hui. Toutes nos excuses pour les journaux annoncés, mais qui n'ont pas été en visuel. Merci Daniel Menanga. Excuses acceptées. On essaiera de se rattraper dimanche prochain. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci au professeur Onanguini. Merci à Jean-François Chanon qui était dans la première partie de cette émission. Merci Monsieur le maire, Augustin Bala, et merci à vous, René Daniel Mintia. Merci d'avoir fait le déplacement de la CRTV. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir. Gas.
Salut très cher, bienvenue sur le plateau du Gospel Musical saison 10. Très cher, asseyez-vous très confortablement pour à nouveau vivre des moments exceptionnels. Découvrons ensemble cette semaine une personne agréable. Lui, c'est Chantre agréable. Il est l'exemple même de ce que l'adage dit « vouloir, c'est pouvoir ». Il a une histoire assez particulière. Écoutons. Alors, salut chers amoureux de la musique gospel. Aujourd'hui, nous sommes dans ce magnifique cadre, dans le studio Dream, où se concocte d'habitude de la bonne musique. Quoi de plus normal? Nous sommes sur le plateau du gospel musical et aujourd'hui, on va à la rencontre comme ça d'un chantre. Il s'appelle Chantre agréable. Très amusant. Il est là pour nous dire qui il est, nous parler de son parcours, où il va, ses perspectives. Alors, Chantre agréable, c'est ton nom sur l'acte de naissance donné par papa et maman, ou alors un sobriquet, je ne sais pas trop. Chantre agréable, c'est le petit nom que papa m'a donné. Et c'est mon nom d'artiste. D'accord. C'est papa qui m'a donné, et c'est un nom d'un prophète, d'un serviteur de Dieu dans la Bible, David, que tout le monde connaît. Mais nous, on connaît David, on ne connaît pas Chantre agréable. C'est dans le livre, je pense, Samuel, et on appelle David le chantre agréable. Selon le cœur de Dieu. Oui. Ah, d'accord. Alors, quel est ton vrai nom? Mon vrai nom, c'est Obono Augustin. Augustin? Ouais. Mais c'est terrible parce qu'on a complètement oublié ce pan-là. On connaît seulement Chantre agréable. Alors, je vois que papa a béni ton ministère dès le départ. Donc, ils t'ont accompagné. Comment ça s'est passé? Parle-nous de la genèse de ton parcours avec la musique jusqu'ici. Je commence mes premiers pas. J'arrive dans un ministère appelé le Réveil des Nations. Où, quand j'entre à l'église, je vois des jeunes en train de chanter. Et là, je suis passionné. Je suis attiré et je veux découvrir. Alors, un beau matin, je me lève et je dis, bon, papa, il faut que j'apprenne à chanter. Je vois les jeunes là-bas, à la chorale, qui chantent. Et moi, ça bouscule à moi. Bon, il n'était pas d'accord, mais je vais foncer. Je vais arriver là-bas. Je n'étais pas un bon chanteur déjà. Jusqu'à présent, je pense, je suis en train de faire mes premiers pas. Je me bats. Je me bats et je pense que je vais y arriver. C'est comme ça se battre. Alors, quand j'arrive là-bas, j'avais une voix qui était désagréable. Ça, je te le dis. Quand je chantais, même la maman à la maison, parfois, elle mettait les écouteurs pour dire que j'ai des piquants dans la bouche. Alors, quand j'entends à la chorale, je te rencontre le dirigeant qui va me regarder avec un nez un peu,